accueillir en nombre. Je pense que leader mérite effectivement qu'on se rassemble en nombre. Et donc je suis heureux de vous accueillir au nom de tous les groupes d'action locale leader. Je laisserai la parole tout à l'heure à Aurélie pour parler spécifiquement et vous savez spécifiquement au nom du pays de Herve. Mais en tout cas, à l'aube d'une nouvelle appel à candidature leader, qui tarde un petit peu à venir, mais je peux vous dire que c'est maintenant l'histoire de quelques jours. Et nous avons d'ailleurs dans la salle Florence Trump, du cabinet technique que je salue, qui pourra, le cas échéant, elle vient de lever la main, et donc elle pourra, le cas échéant, répondre à certaines de vos questions. Donc voilà. Alors, c'est clair que ça fait 3 décennies que Leader est mis en œuvre au niveau wallon. Alors, ce que vous devez savoir, c'est jusqu'à ce matin, il y avait un trou. Il y avait un trou, c'est qu'on ne savait pas ce que Leader 1 avait eu comme réalité sur le terrain wallon. Mais grâce à Yves Champetier, qui a un réseau formidable, il a activé son copain qui est maintenant au Portugal, si j'ai bien compris, et qui lui a envoyé à la fois la carte, les fiches techniques, donc aujourd'hui on sait ce que Leader 1 était en Wallonie, et c'était piloté par l'Office Wallon de développement rural. Donc voilà, donc si vous avez été attentifs, il manque une carte. Et donc la carte, on va pouvoir la faire maintenant, on a tous les éléments. Donc voilà, 30 ans d'activité Leader. Rappelons que c'était une initiative communautaire, donc c'était la commission qui démarrait cette activité-là. C'était un peu une injonction pour soutenir le développement des territoires ruraux qui en avaient bien besoin en Europe. Et donc il est légitime au bout de ces 30 ans bien, de se pencher sur la valeur ajoutée, ses succès, ses difficultés, là aujourd'hui où on en est dans la mise en œuvre de cette méthode que d'ailleurs le reste du monde nous envie, puisque les Québécois sont venus se renseigner chez nous, et quand on allait chez eux, ils nous demandaient des tuyaux. Le premier GAL chinois a été créé il y a quelques années. L'Albanie a mis en place des groupes d'action locale un peu partout. Donc aujourd'hui, on est dans une journée qui est hybride, mais qui, je pense, va être extrêmement passionnante pour chacun d'entre nous, puisque les GAL se structurent encore de manière toujours plus professionnels, jouent un rôle de plus en plus prépondérant en matière de développement territorial, qui sont à la croisée de tout un tas de matières, qui collaborent, qui coopèrent ensemble, et que déjà, eh bien, il y a des coordinateurs qui partent à la retraite. Ça, on en parlera un petit peu plus tard, mais c'est une histoire un petit peu, voilà, c'est la vie, quelque part. Et donc c'est le moment d'évaluer Leader à la fois sous l'angle du passé, sous l'angle du présent, sous l'angle du futur. Rappelons-nous aussi que rien n'est jamais acquis. Leader, c'est un outil absolument formidable, mais on n'est pas sûr que demain, il n'y ait pas des remises en cause. Et c'est d'ailleurs un petit peu le point de départ de ce qu'on va vous proposer au niveau de la table ronde. Donc c'est d'abord, en premier lieu, c'est célébrer un travail accompli, et un travail accompli pour l'ensemble ici. C'est se questionner sur les nouveaux défis, je pense que c'est important, puisque justement on passe d'une programmation à l'autre. Et c'est se donner les moyens de se mettre en réseau, de continuer à se mettre en réseau, ça c'est notre métier, d'autant plus qu'effectivement il y a pas mal de moments un peu plus suspendus qui auront lieu tout au long de la journée. On va aborder Leader sous un angle plus sérieux ce matin, cet après-midi avec la troupe d'info des demi-écrémés, on le fera sous un mode un petit peu plus ludique, et ce sera extrêmement intéressant. Donc voilà, moi je ne vais pas être plus long, simplement je salue la présence de Florence, je l'ai déjà fait, donc merci au cabinet de la ministre Tellier d'être présent. Je salue aussi les représentants de l'autorité de gestion en la personne de Anne Petit, directrice des programmes européens, et ses collaborateurs Serge Nicolas. Et dernière chose, je voudrais remercier chaleureusement le GAL Pays de Herve qui nous accueille pour cette super manifestation. Voilà, je passe la parole au maître. Merci. Bonjour à tous, bonjour à tous. Donc, bienvenue à Herve, donc bienvenue au Pays de Herve. Nous sommes très heureux de vous accueillir chez nous aujourd'hui.
surtout pour cet événement qui rassemble tous les Gallois longs. Donc, merci à vous qui les faites vivre tous les jours présents aujourd'hui. Donc, 30 ans, clairement, ça se fait. Et on est fort heureux que ça se fait aujourd'hui à Baptiste, lors de cette forêt agricole qui se veut avant tout conviviale et familiale. Donc ici sur le champ fort, vous retrouvez des familles, vous retrouvez des élus, vous retrouvez des citoyens, vous retrouvez des agriculteurs, des hommes, des femmes, des grands, des petits, des moyens. Voilà, ça vous retrouve vraiment toute une multitude de personnes qui se rencontrent, et donc on est fort heureux d'être présents à Baptiste. Et donc je tiens aussi à remercier les organisateurs de la foire qui nous permettent d'être présents aujourd'hui, qui nous ont aidés dans l'organisation de cet événement. Alors ici, le calculateur du Métis, un grand stade, donc il est ici sur le côté, où nous pouvons vraiment exposer toutes les facettes d'un GAL, tout ce qui fait sa diversité. Et donc c'est pas toujours facile parce qu'un GAL ça a beaucoup de facettes, ça a beaucoup de compétences, ça a beaucoup d'originalité, de flexibilité. Donc voilà, les coordinateurs et les équipes des GAL le savent très bien. Donc je vous souhaite de passer un merveilleux moment. On l'a vu un peu sérieux, un peu décalé, un peu poil à gratter comme dirait mon président. Mais c'est aussi ça un GAL. Donc voilà, bonne journée. Bonjour à tous. On aurait pu annuler cette table ronde, Xavier. Mais on a décidé de ne pas le faire. On a confié cette tâche à deux coordinateurs, deux acteurs de terrain qui vivent leader au quotidien, Valérie Grosjean et Xavier Sauvé. On les remercie, au nom de toute l'équipe, d'avoir accepté de relever ce défi. On a estimé qu'ils étaient plus légitimes, parce que je dis, ils vivent leader au quotidien, on les a estimés plus légitimes que nous, peut-être parfois un peu trop hors sol, pour poser les bonnes questions, pour poser des questions à nos intervenants à la table ronde, que j'aurai le plaisir de vous présenter, pour poser des questions sur ce qui les préoccupe, pour les faire réagir sur l'originalité du programme Leader, ses faiblesses, ses points forts, ses réussites, pour poser un regard et des perspectives sur le futur, pour interroger sur les points de vigilance, pour souligner ce à quoi il faudrait faire attention dans le cadre d'une prochaine programmation et des 30 prochaines années à venir pour le programme. Et puis aussi pour interpeller des décideurs qui sont parmi nous, les experts plus nombreux, il y en a, pour les interpeller aussi sur les suites à donner à ce beau programme. Alors j'ai le plaisir d'accueillir pour cette table ronde parmi nous Eurodan et les invités européens, tout d'abord Séverine Bressot. Séverine, je t'invite à venir prendre place. C'est chargé de mission chez Evoque à l'interne, spécialiste du volet coopération. Et dans le cadre des premiers leaders, on a soufflé à l'oreillette que Xavier et toi aviez co-rédigé le premier guide de la coopération. Yves Champetier, ensuite, grand connaisseur de leader, expert, on peut le dire. Connaisseur de leader depuis ses débuts, puisque Yves, ancien directeur de l'unité de coordination leader de 1992 à 1994, de l'Observatoire européen leader, membre du comité d'experts du réseau Farnet, administrateur de l'AIDL, l'Association européenne pour l'innovation dans le développement local, fondée en 1988, et aussi très impliqué associativement. J'accueille ensuite David Lem, écossais francophile, luxembourgeois d'adoption, alors on a tout de suite. Aujourd'hui coordinateur du réseau européen de développement rural et lui-même impliqué dans le développement local dans une première partie de sa carrière professionnelle. Bienvenue. Et ensuite, nos participants wallons, tout d'abord Eric Lombard, ancien bourgmestre de Marchand, député wallon, président du GAL de l'Église. François Miget, directeur général de la commune de Ré, passé vu par l'école leader également, puisque ancien coordinateur du GAL et de coordinateur du GAL Parc naturel égal autour de Alors pour cette table ronde, on aura une seule consigne, c'est que vous êtes invités également à participer, peut-être pas dans un premier temps, mais quand nos animateurs vous donneront la parole, nous souhaitons aussi pouvoir évidemment donner la possibilité de réagir, de poser des questions. Et sans tarder, je vais lancer la table ronde avec une petite vidéo, donc si vous permettez. Voilà, bonjour à tous. Et donc, merci Jérôme. On précise tout d'abord qu'on a accepté sur un malentendu de présenter cette table ronde. On pensait vraiment que c'était une table ronde ou avec quelques intervenants.
Donc voilà, ce qui fait qu'on n'a pas forcément l'habitude de l'exercice. Vous allez sans doute le voir au cours de la table ronde. Donc Valérie et moi, on va poser quelques questions à nos intervenants. On va quand même évidemment préparer tout le débat. Si vous avez des questions, ce sera dans un second temps. Et comme on est des grands professionnels quand même, on s'est renseigné, on a lu tous les documents que le réseau nous a envoyés, notamment le rapport de la Cour des comptes européenne, auquel on est abonné et qu'on lit régulièrement, mais celui-là, on va vraiment lu attentivement, qui nous dit quand même pas que du bien de la mesure leader, il y a des évaluations, il y a des réponses de la commission, etc. Mais c'est vrai que la critique est quand même un peu difficile. Et on a voulu en savoir plus justement sur ce rapport et sur les intentions finalement des commissaires aux comptes qui avaient rédigé ce rapport. Et on s'est dit pourquoi pas les interviewer, pourquoi pas quand même poser quelques questions pour mieux comprendre. En 2-3 minutes, vous allez cerner quand même que le ton est dur, mais ensuite nos intervenants vont sans doute prendre un peu de hauteur par rapport au cadre. Voilà. L'interview est anonyme, ils ont souhaité garder l'anonymat sur des questions de sécurité. Messieurs les commissaires aux comptes, merci de nous recevoir et de nous accorder cette interview. Vous avez rédigé récemment un rapport spécial sur le programme Leader, programme qui fête aujourd'hui ses 30 ans. Pourriez-vous nous présenter brièvement les conclusions de ce rapport ? Écoutez, globalement, on ne peut pas dire que ce soit très folichon. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous savez, l'approche Leader permet de créer des structures qui facilitent l'engagement local. Ok, mais à quel prix ? Cette mesure génère des coûts administratifs, de fonctionnement très élevés, les mots sont faibles, mais pour quel résultat? Alors oui, il y a des projets intéressants, mais pas toujours. On peut en effet raisonnablement et objectivement douter de l'efficacité de la mesure. Je rejoins tout à fait mon collègue. En résumé, la Cour que nous représentons aujourd'hui parvient à la conclusion que peu d'éléments finalement indiquent que les avantages que la mesure Leader procure l'emportent sur les coûts et les risques qu'elle engendre. Oh, c'est joli ça comme formule. Oui, effectivement, cependant, la Cour souligne tout de même que la part de ces coûts par rapport aux dépenses en faveur de projets tend à diminuer au cours du cycle de programmation. Mais bon, ça c'est vraiment pour essayer de trouver un peu de positif. Alors un autre élément qui figure dans notre rapport, c'est le cadre de suivi et l'évaluation. Ça, bon, la Commission n'a toujours pas fourni d'éléments probants attestant les avantages supplémentaires de Leader par rapport à un financement traditionnel. Bon, alors c'est clair, les experts sont d'avis que certains aspects de ces avantages, par exemple comme le capital social, la gouvernance, etc., sont assez difficiles à démontrer. Et pourtant, on a beau leur fournir des indicateurs de suivi très simples, par exemple comme le nombre de nouveaux réseaux d'acteurs émergents, éphémères, durables, transversaux ou sectoriels sur le territoire du GAL, suite aux actions du GAL. C'est quand même pas compliqué. Et malgré ça, l'évaluation reste laborieuse. La dernière chose, si je peux me permettre d'ajouter un dernier élément, la Cour a constaté que la plupart des groupes d'action locale ne respectaient pas la parité et que les jeunes et les femmes étaient sous-représentés. Cela risque de créer une vraie distorsion entre les organes de décision qui ne tiennent pas compte des points de vue et des intérêts d'une partie de la population, des femmes et des jeunes en particulier dans le processus décisionnel, et c'est regrettable. Oui. Et à ce sujet, j'imagine que des femmes et des jeunes collaborateurs ont contribué à l'élaboration de ce rapport. Écoutez, je ne pense pas que ce soit le sujet. Non. Si. Non, vous avez raison. Encore merci de nous avoir accordé cette interview et de nous avoir reçus dans cet endroit sympathique, endroit que vous avez souhaité tenir secret. Pour quelle raison d'ailleurs avez-vous souhaité témoigner anonymement? Disons que depuis l'édition du rapport, on a reçu pas mal de critiques, dirons-nous, surtout de la part des gens de terrain. Alors des gens très sympathiques, mais que nous connaissons quand même un peu moins, on le reconnaît. Puis en plus, toutes les régions d'Europe ne sont pas logées à la même enseigne. La Wallonie, par exemple, la Wallonie que nous connaissons bien, puisque nous partons chaque année en vacances dans le Condroz. Cette Wallonie, elle n'était pas reprise dans le scope de notre étude. Pourtant, c'est clair, c'est un territoire exceptionnel qui décline depuis plus de 30 ans la mesure Leader avec des résultats époustouflants, un véritable ancrage territorial,
un changement durable des mentalités au niveau de la gouvernance, des projets pérennes, super intéressants, bref, du lourd, comme disent les jeunes. Des jeunes et des femmes qui sont peu représentées, on voit que les commissaires au compte n'y vont pas mal avec le programme Leader. On va voir ce que nos invités en pensent. Mais avant ça, peut-être avec Yves, un petit rappel historique. Quel était l'objectif de l'Europe quand elle a lancé le programme Leader? Et est-ce que cet objectif a évolué en 30 ans? Donc d'abord, au point de départ, Leader, c'est le moment où Jacques Delors est président de la Commission. Et c'est un moment de grande effervescence. Et donc où toutes les directions générales sont amenées à innover, rechercher de nouvelles voies, etc. Donc le Leader s'est porté par la direction générale de l'agriculture, donc la grande politique agricole commune, une politique formidable, donc qui mobilise beaucoup de moyens, mais qui par contre, plus l'agriculture se développe, moins il y a d'emplois dans l'agriculture. Ça veut dire que plus l'agriculture se développe, non seulement moyen d'emploi, mais cet emploi se concentre. Ça veut dire que, de manière caricaturale, je vais parler rapidement ici, donc que le développement agricole, il va à l'encontre du développement rural. D'où l'idée de se dire, voilà, on n'a pas eu de politique jusqu'à maintenant de développement rural au niveau européen, initions-la. Et initions-la de manière tout à fait particulière, aucune autre direction générale va faire, c'est de parier à la fois sur les territoires et sur l'initiative citoyenne. Et je crois que c'est ce qui a marqué donc, Leader, qui bien évidemment au fil des ans s'est complexifié, donc c'est évoqué dans le rapport de la Cour des comptes, c'est de plus en plus compliqué. Quand je présente ça, si vous voulez, je présente souvent avec des petits bonhommes, ou des petites bonnes femmes, attention, qui ont des boulets aux pieds. Donc, et à chaque période de programmation, des boulets aux pieds supplémentaires. Et ce qu'il y a de terrible, c'est qu'il y avait eu une conférence à Cork, donc la première conférence en 1987, où la commission, le commissaire qui était remarquable, M. Fischler, disait la politique du développement rural, il faut que ça prenne plus de place, et en s'inspirant des principes de Leader. Donc on disait il faut leaderiser le mainstream, les politiques normales, et au contraire les alourdir un peu plus. Donc le Leader est devenu, après sa phase initiative communautaire, ça veut dire expérimentation. Donc il y avait des initiatives dans plusieurs domaines, dont celle du développement rural, et donc c'est une expérimentation. Donc au bout de 3 étapes, la phase expérimentale a été terminée, donc dans les étapes suivantes, on va rentrer dans la 6e, donc on est dans la politique classique. Et là on a profondément alourdi, et je dirais on a alourdi, même qu'on va plus loin que les politiques classiques. Ça devient plus compliqué de gérer un programme Leader que de gérer des mesures classiques de développement rural, donc c'est spectaculaire. Ceci dit, c'est très différent d'un pays à l'autre. C'est très différent. Donc le nombre de boulets... Voilà, non mais juste sur ce point, ça veut dire que, excusez-moi, donc là-dessus... Pardon. Et justement, vous parliez des principes de Leader, et vous disiez lors d'un congrès fin 2021 que le Leader devait vivre une cure de jouvence. Qu'est-ce que c'est pour vous, cette cure de jouvence? Est-ce que ces principes de Leader doivent évoluer? Est-ce qu'ils doivent changer? Ils doivent en permanence évoluer. Donc les principes même, donc, ils sont intangibles. Mais la réalité, elle n'est pas intangible. Le monde change. Il change très vite. Les défis pour le futur sont spectaculaires. Donc les 7 défis sont affichés là, mais il y a toujours une erreur dans ces défis. Il y a une erreur qui continue au niveau européen, qui continue dans cela, puisque quand on avait défini les 7 défis, c'était sur la base de l'expérience des groupes. C'est pas quelque chose qui se trouvait sur un truc administratif sur lequel il y a des gens qui avaient pensé à ça. Ça avait été défini avec les groupes d'action locale. Donc nous avions fait une erreur. C'était dans Leader 2. Ça veut dire qu'on avait mélangé coopération et mise en réseau, et je trouve que c'est très bien d'en avoir fait des principes différents, parce que c'est 2 choses différentes. La mise en réseau, c'est de l'enseignement en commun, et la coopération, c'est de mener des projets précis avec des copains qui sont juste à côté ou qui sont très loin, en Europe ou dans le reste du monde. Mais par contre, on avait un principe qui était fondamental, qui a disparu parce qu'il est gêné, qui était le principe du financement de proximité.
des modalités de gestion. Ça veut dire un groupe d'action locale qui faisait que ça fonctionnait, à partir du moment où il y a un animateur, on pouvait le suivre avec des procédures adaptées sur le plan financier et sur le plan administratif. Et c'est vrai que dans l'IDERE, il y a des groupes qui se réunissaient en disant, voilà, hier le groupe d'action locale se réunit, demain, à partir du moment où les documents administratifs sont complets, le promoteur commence à recevoir une première avance. Ça n'existe nulle part ailleurs. Et on a complexifié énormément les choses, ce qui fait qu'on a pu aller à l'encontre de notre principe qui est fondamental, qui est le principe de l'innovation. Ok, merci pour ce premier éclairage historique. Jean Petit a dit que justement vous n'êtes pas du leader partout de la même manière en Europe. On a vu dans la vidéo qu'on a mis en tout cas une démonstration d'efficacité. Et voilà, en Boudal, David Lamb, qui représente un peu le réseau européen, est-ce qu'on fait du leader finalement partout de la même manière? Oui. Est-ce qu'il y a moyen de nuancer finalement le rapport de la Cour des comptes? Oui. Je dirais que oui, je vais tout d'abord être d'accord avec Yves sur un élément, c'est les principes de leader qui doivent être mis en action ensemble. On a travaillé beaucoup sur ça, et même récemment. Alors, on est presque dans la nouvelle programmation de leader. Notre travail maintenant, je dois constater, parce que nous sommes le réseau européen pour le développement rural pendant 33 jours. Parce que le 6 octobre, on devient le réseau PAC. Alors tout ce que nous faisons, mais il faut renouveler l'appli, le défi, les 7 défis de leader. Yves a raison, j'ai travaillé avec Yves beaucoup au cours des années, mais maintenant c'est le moment de renouveler. Et c'est vrai que les gars ne sont pas toujours les mêmes, mais ce qui est bien, parce que ce doit être selon les conditions locales, c'est selon les buts de chaque gars qui se dirige, sauf il faut avoir, et on insiste là-dessus, les mêmes principes, les mêmes défis, mais gérés par eux, parce que on a fait beaucoup d'études, on a fait beaucoup de recherches, et c'est comme ça qu'on sait que ça marche. Ça marche si on met tous les principes ensemble en action. Si on oublie un des principes, ça ne marche pas tellement bien. Je suis tellement d'accord avec Yves. Et il y a bien sûr des gars où on doit faire plus d'action, plus de progrès. Il y a et c'est très intéressant parce que la conclusion du cours, c'est peut-être il faut mener par les départements régionaux un peu plus les actions. Je suis pas d'accord parce que ça doit être mené selon les conditions locales et par les acteurs locaux, pardon. Je suis écossais, je ne parle pas tellement français. Mais c'est très important quand on insiste sur les principes, on insiste sur être mené par les acteurs locaux. Et ça n'existe pas, c'est pas tout la même partout en Europe, mais ce que je peux constater en tant qu'un écossais, c'est que pour moi, les gars que je vois en Belgique, au Luxembourg, en Écosse, sont toujours les mêmes attitudes, actions et énergie. Et pour moi, ce qui n'existe pas dans les principes, c'est la notion d'énergie, parce qu'il faut constater, même si on va gérer un réseau PAC, l'énergie de leader, c'est quelque chose dont on a besoin dans la gérance du PAC. Merci. Séverine, la Cour des comptes mentionne des coûts, des risques supplémentaires pour le programme leader par rapport à l'approche ascendante de l'Europe, par rapport à ces programmes plus classiques descendants. Est-ce que vous pensez qu'il y a des avantages qui justifient ces coûts supplémentaires, ces risques supplémentaires? Oui, ça va être relié à vous. Oui, je t'avais dit dans leader aussi, toi. Oui, je rejoins à la fois ce qu'a dit Yves, c'est relié, c'est-à-dire que ces principes, c'est l'essence même de leader. Le problème, c'est que, bon, je ne vais pas y revenir, les modalités de mise en œuvre soulignées par les gars sur le terrain sont telles que ça, des fois, ça empêche d'innover, ça empêche de faire de la coopération, en tout cas, ça refroidit. Et ce dont on s'aperçoit, en tout cas en France, c'est que les gars qui ont peu d'antériorité, parce que nous, on augmente à chaque période de programmation, on augmente énormément de gars, on est passé de 220 et quelques à cette période-là qui se termine, on était à 330 et quelques gars. Tous ces nouveaux gars n'ont pas l'antériorité, franchement, les principes
type de leader, ils ne savent même pas ce que c'est, je pense, pour beaucoup. Ils ont vraiment parlé d'innovation, ils disent oui, mais pour eux, c'est devenu presque un programme de financement classique. Et ça, je trouve que c'est problématique, puisque leader, pour moi, ça doit rester ce laboratoire de zone rurale pour tester des choses, pour avoir le droit de se tromper, pour faire de la coopération, pour s'ouvrir aux autres, pour être en réseau. Et je pense qu'on a un peu tous une part aussi de responsabilité. Moi, bon, je reviendrai sur peut-être la coopération plus tard. Juste une petite parenthèse en parlant justement de Parfait d'erreur. Apparemment, il y a une Audi VVY 193 qui est garée à un mauvais endroit et qui bloque tout le passage. Donc voilà, ces modalités, ces spécificités leader sont plus que jamais à promouvoir, mais il faut aussi qu'on réfléchisse aux modalités de pouvoir donner les moyens pour qu'elles puissent être réalisées, que ce ne soit pas juste quelque chose de déclaratif avec une certaine nostalgie, mais qu'elles redeviennent réalité. Et il y a un gars français, qui on en parlait hier, qui disait qu'il faut réenchanter leader. Mais je pense qu'il y a un peu de ça, quoi. Faut redonner le poids de leader et tout cet esprit de leader pour donner la capacité à faire autrement. Et on voit que les enjeux des zones rurales sont plus que jamais énormes. Donc il est d'autant plus important de coopérer, de se mettre en réseau et d'envisager de donner les moyens de faire autrement. Je ne sais pas si Oui, ça. Je sais qu'on a la question en 2 minutes, mais je trouve que ça vaudrait la peine d'entendre un peu l'administration par rapport à ce qu'elle disait ici. Quelqu'un a envie de réagir? Vous êtes trois, ok, ça va. En tout cas, on reviendra sur l'aspect prospectif en fin de débat. Comment est-ce qu'on peut imaginer, Jérôme l'a dit, les 30 prochaines années. Donc, on a déjà un peu capitalisé sur ces premiers enseignements. On en reviendra en fin de débat. On l'a vu dans la review et dans le rapport, la Cour des comptes indique tout de même des éléments positifs, puisqu'il y a quand même un engagement local, etc., la gouvernance, donc il y a des effets positifs de leader et capital social. Éric Loba, vous êtes député wallon, maître empêché de Marchin, mais je pense que votre mandat qui vous tient plus à cœur, c'est celui du président du GAL des Congrus depuis 8 ans. C'est ça qu'on a dit, qu'on a dit. Donc vous avez contribué justement à la création de ce GAL, que vous présidez toujours. Donc. En tant qu'élu local et régional, estimez-vous que ce programme a un effet tangible sur le développement de notre territoire? Donc après quelques introductions de ligue générale et européenne et confessionnelle, on en vient sur le terrain. Vous qui êtes sur le terrain, est-ce qu'il y a vraiment un impact pour le territoire? Donc merci pour la longévité. Sinon, je vais peut-être rebondir sur ce qu'il vient d'être dit, qui illustre finalement les difficultés entre l'administration et le terrain, et je suis à l'aise, parce que par ailleurs, dans une autre vie, je suis fonctionnaire wallon, et on entend bien, on comprend bien, et c'est parfois difficile sur des schémas théoriques dédicacés par une administration système novatrice et de volonté d'innovation, et la réalité de terrain, c'est parfois difficile de se comprendre, on le connaît au niveau wallon, et on le connaît maintenant ici, avec le rapport dont on vient de parler, où moi j'ai un peu du mal à entendre qu'effectivement on évalue les choses de manière fort théorique et sans effectivement pouvoir percevoir, ou difficilement percevoir, et comment peut-on le percevoir, les impacts que ça peut avoir tout un territoire et des implications derrière les projets purs, concrets du légal, tout ce que ça peut amener sur un territoire. Et ça, c'est une richesse qui est difficilement quantifiable. Et juste une petite dernière chose par rapport au rapport de la Cour des comptes, je ne capte pas qu'il y a si peu de femmes. Je pense que Jean-François, au Pays des Congrus, on a quand même pas mal de femmes, semble-t-il. J'ai jamais perçu ça. Et par contre, une des difficultés, c'est pour écrire le programme de développement, on est en train de s'interroger chez nous, de savoir comment on pourrait élargir, alors non pas que sur les femmes, que sur des hommes, que sur des jeunes ou des vieux, c'est élargir le panel des personnes que nous côtoyons généralement, c'est toujours les mêmes. Et donc là, on a en recherche une stratégie pour essayer d'élargir vraiment les ressources et les réflexions. Et donc, oui, pour moi, un GAL a un impact énorme sur un territoire, et donc comme mandataire local, bon, le GAL, le Pays des Congrus, je ne sais pas s'il en est ainsi dans tous les GAL, mais a été une initiative portée par les 7 communes. On avait voulu en faire déjà en 2002. Les communes n'étaient pas mûres, les bourgmestres, les collègues n'étaient pas mûrs. Il a fallu attendre, tenez-vous bien, la zone de police qui nous a été imposée en supracommunalité en 2002 pour qu'on commence à travailler les bourgmestres ensemble et que plus naturellement en 2007, on se mette autour d'une table pour écrire en 2008 le premier projet du Pays des Congrus.
Et depuis, je pense que le premier des impacts, au-delà des collaborations avec tous les partenaires qu'on a pu lever sur le territoire, c'est que les communes se connaissent mieux. Les mandataires se connaissent mieux, ont pris des habitudes vraiment de travailler ensemble. Et ça, rien que ça, je trouve que c'est extraordinaire par rapport à l'impact que peut avoir un GAL sur un territoire. Alors on pourrait aussi parler, ce que j'appelle dans la caisse de résonance, toute une série d'initiatives qui étaient prises dans les communes, dans les toutes petites communes avec quelques personnes autour d'une table. Elles ont une ampleur incroyable grâce au travail du GAL et au réel effet, caisse de résonance et multiplicateur du travail du GAL. On parlait beaucoup de supracommunalité, mais est-ce que là, il y a vraiment un avantage à cette supracommunalité? Est-ce que l'avantage est réel? Est-ce qu'il ne faudrait pas simplement doter un peu mieux les communes, leur fournir plus de moyens, qu'elles développent leurs projets? Est-ce qu'il y a vraiment un réel intérêt à travailler, peut-être à forcer certaines communes à faire en supracommunalité? Là, il y a vraiment. La supra, elle existe toujours. Les intercoms, c'est pas nouveau. C'était un gros mot à un moment donné, on s'en rappelle. Mais ça existe toujours. Les déchets, c'est quand même une commune qui les gère, l'eau non plus, etc. Sauf exception. Donc la supracommunalité existe. Et je dis toujours que le GAL, la ruralité est une forme de supracommunalité. Et maintenant, sur le territoire wallon, il y a une chose qui est en train de bouger, c'est que on est en train de mettre en place la supracommunalité de gouvernance, comme je l'appelle. Alors, je ne vais pas revenir sur le débat des provinces, la région, la couche de Lasagne, etc. Mais il se fait qu'il y a des territoires qui se fédèrent, et je dis en supracommunauté de gouvernance. C'est-à-dire que les gens, et on a ici Verdier qui a été représenté, on a les mandataires de tout niveau de pouvoir que ce soit, qui se retrouvent autour d'une même table et qui essayent de se fédérer, de se parler et de s'organiser. Et parfois, on s'organise avec 7 communes, avec 4 communes pour faire un GAL. On s'organisera aussi pour faire une extension de territoire dans le centre culturel. Et donc, ça, c'est la supracommunalité de gouvernance qui est amenée, à mon avis, à grandir dans les années futures. Dans ce cadre-là, effectivement, le fait de travailler en supracommunalité avec le GAL, puisque c'est plusieurs communes, c'est comme on dit, amène pas mal de pratiques de supracommunalité au-delà des projets et des compétences qu'on travaille assez naturellement, des compétences rurales. On va effectivement rapidement, derrière les projets du plan de développement, se retrouver à réfléchir à comment partager un certain nombre de choses entre 2, 3, 4, 5 communes du territoire du GAL. Donc ça facilite, la supra devient naturelle. On sort de nos communes, c'est beaucoup plus riche. Les communes, quelle que soit leur grandeur, généralement, elles tournent un peu sur la même, je dirais. On peut renforcer les moyens tant qu'on veut, ça ne remplacera pas la richesse du partage et de l'échange et du réseautage et de la transversalité. Voilà. Ok, on viendra aussi en fin de débat sur la vision prospective et en tant que député wallon, c'est intéressant d'avoir votre avis sur les prochaines années. Encore une dernière question avant de passer la parole à un autre interlocuteur. Vous avez parlé tout à l'heure d'ouvrir le panel justement à plus de citoyens sur le domaine, etc. Au sein du GAL, au sein des organes décisionnels du GAL, et c'est ce qui fait un petit peu le côté innovant du GAL, c'est le partenariat privé-public qu'il y a au sein de l'instance. En tant que mandataire local, est-ce que ça change la manière de faire de la politique et est-ce que ça peut poser des problèmes ou amener des richesses? En tout cas, le réseautage, le fait qu'effectivement on travaille naturellement avec du privé, qu'il soit privé de lieu, que ce soit des experts, etc., fait qu'on a des pratiques de gestion, des pratiques quotidiennes de gestion qui évoluent. Et je crois que la plus grande vertu du GAL, c'est d'avoir amené dans les communes des visions prospectives. Alors maintenant, c'est presque une évidence, où ça devrait, avec les programmes stratégiques transversaux, sont tenus de réaliser chaque commune. Donc de clairement réfléchir à long terme à leur projet, même au-delà d'une législature, pour avoir une vision prospective et arrêter de gérer la petite semaine. Et je pense que ce genre de pratique, le GAL nous amène ça, inévitablement. On doit écrire un plan de développement rural, on doit mettre tout le monde autour d'une table, on doit réfléchir à ce qu'on veut être dans 10 ans. Et ça, c'est des pratiques novatrices. Alors peut-être pas dans les grandes communes ont souvent des services de prospective, etc. Sans doute, la mue, mais dans les petites communes, on fait déjà ce qu'on peut, c'est pas toujours facile, mais au moins on a peut-être cette pratique qui est plus naturelle maintenant dans le collège, dans les collèges, je pense. C'est un petit complément sur ça, Donatien éventuellement pour réagir au cœur évidemment du GAL, du parc naturel. Dans le CA, dans l'Assemblée générale, il y a des élus, il y a des privés, c'est pas toujours facile à faire cohabiter. Qu'est-ce que ça amène comme point positif? Qu'est-ce que ça peut amener comme peut-être point plus négatif ou négatif?
Mais tu fais bien de tout en rappel, parce que même si je ne réagissais pas non pas, j'allais revenir sur ça, mais pour les appuyer. Pour les appuyer en particulier sur deux aspects. L'aspect transcommunalité, qui est effectivement, on l'a vu, on est passé de Leader 2 à Leader Plus, une dynamique nouvelle dans le cadre du programme Leader, et c'est moi j'ai commencé l'aventure Leader précisément. Alors si pour le gars des Condrus, le bébé est né entre guillemets à la faveur d'échanges dans le cadre d'une zone de police, si j'ai bien compris, chez nous c'était dans le cadre d'un parc naturel. Et d'autres territoires, des gars ont été constitués dans d'autres contextes, mais souvent parce qu'il y avait la volonté d'élus communaux de travailler ensemble. Donc ça c'est effectivement un point, je pense, qu'il était vraiment important de souligner. Alors par rapport à la mixité dans l'égal, je veux aussi l'appuyer au gars de ce forêt banlieue. J'ai la chance d'avoir un exécutif qui est majoritairement féminin, donc le conseil d'administration est dominé par les femmes chez nous. La présidente est une dame, depuis longtemps d'ailleurs, puisqu'elle est présidente depuis notre première programmation. Et donc c'est peut-être aussi pour, on l'a évoqué dans l'introduction, rappeler que le rapport de la Cour des comptes est établi sur une enquête faite sur une dizaine d'États ou régions, mais la Wallonie n'en fait pas partie. Et je pense que les conclusions du rapport ne sont pas tout à fait exactes, en tout cas si on les transpose sur le contexte wallon. Mais je pense qu'on y reviendra encore dans la suite. François, de coordinateur GAL, tu es devenu DG de la commune de Hoec, et on parle pas mal de liens en commune avec le GAL. Est-ce que le leader t'a amené quelque chose dans ton travail actuel? Est-ce qu'il y a des pratiques, Eric parlait de pratiques propres à leader, est-ce qu'il y a des pratiques que tu reproduis dans ton travail de DG? Merci pour la question, Valérie. Donc effectivement, le fait d'avoir eu l'occasion d'être coordinateur au sein d'un GAL pendant une programmation et demie, je pense, d'avoir contribué à la rédaction de 3 PDS, ça a facilité mon travail comme directeur général, puisqu'effectivement, depuis quelque temps, même les petites communes ont l'obligation de rédiger non pas un PDS, mais un PST, ça vient d'être rédigé par M. Bourgmestre, et c'est quelque chose de tout à fait nouveau pour les communes. Plan stratégique transversal. Plan stratégique transversal à la place du plan de développement stratégique, je pense. Donc voilà, le mot stratégique. Pardon ? Gros changement. Voilà, gros changement. En tout cas, le mot stratégique s'y trouve, et donc effectivement, à l'échelon communal, alors ce n'était pas l'habitude de dépasser effectivement la déclaration politique générale que le nouveau collège fait en début de législature, qui peut être interprétée ou vue comme une liste de bonnes intentions. Là, on repasse derrière pour dire effectivement avec à quel objectif stratégique ça répond, quels sont les objectifs opérationnels qui se cachent derrière, quels moyens le collège va mettre derrière pour pouvoir atteindre ces objectifs, comment c'est planifié dans le temps. Donc tout ça, c'est des questions qui n'existaient pas avant l'échelon local, mais également, et ça c'est un point important je pense, on l'a évoqué tantôt par rapport au travail de la Cour des comptes, sur base de quels critères d'évaluation le collège pourra dire que oui ou non, quelque part, il a tenu parole et rempli la mission qu'il s'était promis de faire par rapport aux citoyens. Et donc cette question d'arriver à identifier des critères d'évaluation pertinents reste posée, je pense, à la fois au niveau du leader, mais également au niveau donc des communes. En particulier au regard d'objectifs stratégiques tout à fait généraux, quand on parle de réduire par exemple la pauvreté, de réduire une fracture sociale, à partir de quels critères objectifs on pourra dire qu'on a atteint ces objectifs. Ça c'est le premier aspect que je voulais évoquer. L'autre, c'est lié au mode de financement actuel des communes, où chaque ministre, en fonction de ses compétences, garde des enveloppes financières relativement importantes et lance de façon très régulière des appels à projets. Ça veut dire que nous, on doit avoir des équipes qui doivent être très opérationnelles, très actives, et qui vont devoir pouvoir répondre dans des délais très courts à des appels à projets qui ont leur propre donc, dynamique interne, avec leur propre mode de fonctionnement auquel on doit systématiquement s'adapter. Ça fait partie des choses sur lesquelles on essaye d'attirer l'attention des élus donc, au niveau de la région, en particulier du ministre Collignon qui a consulté les petites communes de moins de 12 000 habitants.
une des propositions étant, du point de vue de la commune d'Oé, d'augmenter en fait l'enveloppe générale dont dispose la commune pour mettre en œuvre ces projets, sans devoir, entre guillemets, se plier aux appels à projets de chacun des ministres, pour que la commune soit encore plus maîtresse et autonome dans la gestion de ces projets. Et ça pose d'autres questions, notamment en termes de partage de pouvoir, quand je reviendrai peut-être tantôt. Et ta vision de leader, tu le vois un peu de l'extérieur depuis quelques années, tu vois ça évoluer, comment est-ce que tu vois les choses? Et donc on a un gars qui est maintenant coordonné par Xavier qui, je pense, fait vraiment du tout bon boulot par rapport à leader, c'est le principe de base. Je crois que tu avais dit par rapport aux anciens coordinateurs. Non, je veux dire que heureusement au sein de l'équipe il y avait du personnel féminin très compétent et qui fait qu'effectivement globalement ce travail des équipes est vraiment remarquable par rapport à ça. J'avais pas retenu la question formulée sous cette forme-là, mais ce que je retiens quand même, c'est, et qu'on essaie d'appliquer au niveau communal, c'est vraiment le concept du goût du risque. Qui est quelque chose de nouveau aussi au niveau communal. Avec les élus, s'exposer au risque, même pas trop, je pense, je ne peux pas me contredire par rapport à ça, en tout cas par rapport à certains risques. Et du coup, le droit des rois. Et donc, il y a vraiment ce concept d'être porteur ou d'assumer aussi en partie de venir avec des propositions d'action qui comportent une partie de risque, d'innovation, et tout le volet également ouverture, écoute du citoyen, écoute des gens du territoire tout simplement. Et l'autre volet, c'est arriver à mettre en place des structures, que ce soit celle du GAD, je pense aussi au plan de cohésion sociale, mais qui permettent d'atteindre des nouveaux équilibres entre les élus et les non-élus. Et donc là, c'est toute la question de gouvernance locale sur laquelle on a notamment pas mal travaillé dans le cadre du dossier de candidature parc naturel, et qui pose donc des questions pour les élus, pour moi, d'accepter une perte de pouvoir, mais également pour les non-élus d'accepter de gérer la frustration, parce qu'ils ne sont pas décideurs de tout, et qu'ils donc participent à un processus, mais ils doivent aussi accepter que, et c'est le cas d'un leader, c'est qu'en final, ça reste le conseil communal qui reste souverain par rapport à cette initiative, en tout cas pour l'accepter sur son territoire, et c'est la même chose pour le parc naturel. Voilà. Merci. Eric, juste revenir sur un élément que François a soulevé, la dynamique d'appel à projet au niveau des communes. C'est vrai que je pense que tout et tout, on est un petit peu dans ce rythme-là, sollicité aussi par les communes, rentrer les projets dans le cadre des projets. C'est une dynamique qui s'est renforcée ces dernières années, et c'est quelque chose qui va perdurer. C'est ce que c'est catastrophe. C'est stable. C'est une véritable catastrophe dans la thérapeutique. On n'en sort plus, et je pense que chacun de nous veut mettre son empreinte sur son action, c'est tout à fait légitime à un moment donné d'essayer d'impulser un certain nombre de politiques, mais on n'en sort plus parce que ça pleut des appels à projets et on n'a pas les équipes pour y répondre. Et dans les communes, en tout cas 5-6 000 habitants, c'est vraiment catastrophique. On a eu 2 malades et on est mort. On ne sait pas rentrer les projets. Et voilà. Donc moi je suis un vieux militant du retirage. Paul Furlan avait un peu initié sur les plans PIC, à l'époque, c'était des anciens travaux subsidiés, pour essayer d'éviter, d'objectiver aussi les choses, pour essayer de rendre de nouveau cette logique de prospective. On ne doit pas travailler la petite semaine en fonction du fait qu'on a la capacité d'aller chercher un subside X ou Y à gauche ou à droite, mais on doit avoir une vision à long terme, des programmations de travaux, et donc on doit pouvoir avoir un suivi de cette manière-là de la région. Voilà, moi je suis effectivement député régional, je porte cette revendication, comme je porte la revendication de la gouvernance prospective. Dans une autre vie, fonctionnaire au pouvoir locaux, je parcours la Wallonie pour essayer de convaincre du PST, du programme stratégique transversal, et je vois que tout le monde n'est pas convaincu, et dans mes collègues non plus. Donc voilà, on continue. Et je pense que c'est vraiment ça une clé de l'avenir de notre territoire wallon. Bastien, on vient un petit peu vers toi. On a entendu dans la vidéo, la démonstration des avantages du leader reste à démontrer. Est-ce que tu es d'accord avec cette affirmation? Non, cette
certainement pas. Mais avant, je ne le ferai pas pendant toute la table ronde, mais j'allais rebondir sur ce qu'a dit Éric Lombard, et non pas sous l'angle d'élu qu'il représente, mais plutôt le vécu du technicien que je suis. C'est qu'effectivement, j'ai constaté, et on est plusieurs collègues ici dans l'Assemblée le vivent aujourd'hui, cette année en particulier, ou ces dernières années, cette propension à appel à projet tous azimuts a comme conséquence, chez nous c'est très clair, j'ai deux personnes en arrêt maladie, surcharge de travail, j'ai une personne qui a quitté, et en quittant elle me l'a dit, on est écrasé parce qu'il y a évidemment la charge des projets leaders, on y reviendra, mais on est sollicité par nos communes, et en particulier nos petites communes rurales qui manquent parfois dans leur personnel des compétences nécessaires pour répondre à ces appels à projets, et donc on en évite. Donc j'appuie aussi, enfin je dénonce aussi l'effet pervers que cette abondance d'appels à projets peut avoir sur des petites équipes qui sont celles légales. Alors démontrer que les effets leaders sont positifs pour un territoire, bien sûr, je pense qu'on est tous convaincus ici dans la salle, et probablement tous convaincus, tous ceux qui vivent leaders en Wallonie le sont. Nous avons, avec l'ensemble des collègues, fait un exercice il y a peu de temps de synthétiser au travers d'une plaquette que je recommanderais à ceux qui ne l'ont pas encore, d'examiner l'éventail des projets, et des projets qui s'inscrivent dans un territoire, qui marquent leur empreinte dans un territoire, et qui pour beaucoup restent pérennes, qui pour beaucoup ont une grande part d'innovation. Alors, je vais mettre la modestie de côté et prendre un exemple d'un des projets qu'on a mené dans la précédente programmation d'insertion sociale en ferme. C'est devenu une mesure de l'actuel programme, c'est en train d'essayer partout en Wallonie, et des exemples comme ça, on pourra en citer dans tous les cas. Donc, bien sûr, la plus-value d'un gage, je pense qu'elle n'est certainement pas démontrée en Wallonie, en tout cas. Mais est-ce que c'est possible justement de faire remonter dans les organes décisionnels, par exemple la Cour des comptes, un peu justement ces éléments-là, parce qu'on constate sur le terrain, et ça je pense que pas mal de collègues pourraient citer un certain nombre d'exemples de projets qui fonctionnent et autres, même si on a droit à l'erreur à certains moments. Et comment est-ce qu'on peut faire remonter ça dans des bureaux qui finalement doivent consolider un certain nombre d'informations, de données objectives, des indicateurs qui ne prennent pas toujours compte finalement de la réalité de terrain? Alors à l'heure des charges, je pense que l'exercice n'est pas simple non plus. Je me souviens, il y a quelques années, avec Serge, nous avions eu la chance d'accueillir deux auditrices de la Cour des comptes. Je pense que c'était une des premières fois qu'elles se frottaient au programme Leader. Alors elles venaient pour consulter une déclaration de créance d'un de nos partenaires, mais il a fallu la matinée, je pense, à Serge, pour leur expliquer le fonctionnement Leader en Wallonie, à tel point elles étaient en déconnexion avec notre organisation. Donc déjà, rien que ça, c'est périlleux. Alors après, mon Dieu, vu le nombre de gars qu'il y a au niveau de l'Union, mais ça mériterait en tout cas, je pense que le rapport mériterait en tout cas une petite nuance, peut-être venant des raisons des pays qui n'ont pas été évités, sous certains aspects en tout cas. Surtout, si je peux me permettre, dans le rapport de la Cour des comptes, je ne sais pas comment ils ont choisi leur panel de pays, mais je trouve dommage qu'il manque un peu des pays qui réunissent beaucoup de GAL. Alors, je ne parle pas forcément de la France, hein, mais je veux dire l'Espagne, ils sont des pays où Leader a énormément apporté, et finalement, quand on regarde le panel de pays, il n'y a aucun grand pays avec plusieurs centaines de GAL. Et je pense que ça aurait été intéressant et que ça manque un peu dans ce panel où il y a quand même beaucoup de petits pays, et je pense quand même que Leader en Autriche, c'est pas du tout la même façon, et les problématiques et les solutions peut-être à trouver ne sont pas les mêmes dans un pays de 8 millions d'habitants, enfin j'ai rien compris, avec un pays comme l'Espagne et plusieurs centaines de GAL. Donc je pense que l'exercice, il est au-delà, vous mentionnez, ça ne s'applique pas à la Wallonie. Sincèrement, sur le panel, je me dis aussi qu'il manque peut-être, dans la diversité des cas, il manque peut-être aussi ces pays qui ont plus de générations de leaders derrière eux et qui sont des pays où vraiment le leader a aussi eu peut-être un impact très très fort. Oui, je voudrais compléter dans le même sens. C'est-à-dire que moi j'ai beaucoup voyagé à travers l'Europe et les difficultés sont très différentes d'un pays à l'autre. Et quand j'ai préparé cette réunion, j'ai lu beaucoup de documents. Très honnêtement, il n'y a pas le niveau de difficulté qu'il y a dans beaucoup de pays. Ici, vous avez un savoir-faire collectif qui s'est développé, une espèce d'interrelation, donc déjà peut-être trop lourde, mais une interrelation qui existe. Ce qui est important aujourd'hui,
Bon, certes, bien évidemment, il faut répondre peut-être à la Cour des comptes, mais ce qui est important, c'est de préparer le futur. Et quand on prépare le futur, donc vous êtes en plein dedans, je crois que donc, il faut absolument avoir des lieux de discussion donc, entre vous, de toute façon à ce que les stratégies soient les plus avancées possibles. Je pense qu'on y reviendra tout à l'heure dessus. Mais que également sur ces problèmes de lourdeur et de mécanismes qui, une fois de plus, sont moins lourds ici qu'ailleurs, parce que ailleurs, ça a découragé beaucoup d'équipes. Il y a des équipes qui ont carrément abandonné. Et on se trouve avec des petits jeunes qui ne savent pas ce que c'est, ce problème. Donc c'est terrible. Ici, donc voilà, vous êtes là, vous êtes sur le terrain, vous avancez, vous portez des projets collectifs dans l'esprit leader. Donc moi, franchement, je trouve ça très intéressant. Mais c'est de se dire aujourd'hui comment on fait pour faire mieux. Et que vous ayez des tables de discussion donc avec vos divers interlocuteurs administratifs, comment on fait pour être mieux. Et vous pouvez partir d'ailleurs d'innovations que vous n'avez pas pu appuyer parce que c'était trop lourd, ou un truc qui n'était pas bon. Bien évidemment, il faut mettre en valeur en premier ce qui va bien. C'est le premier principe de négociation. Dire voilà, il y a ça qui fonctionne bien. Puis après, il y a des choses, non, elles ne fonctionnent pas comme elles devraient fonctionner. Voilà, on part pour 6 ans de plus ensemble. Comment on fait pour que ce soit mieux? Donc, et aujourd'hui, effectivement, vous avez certainement la lourdeur chaque fois d'aller avec les administrations différentes de la région wallonne. Donc, quel dommage qu'il n'y ait pas le ministère rural qui ne soit pas plus pilote et qui gère un fonds qui soit votre contrepartie. C'est vu de loin, je vous dis ça. Mais voilà, il faut que vous trouviez ensemble, et c'est l'esprit du leader, c'est vraiment le partenariat. Donc le partenariat, il n'est pas uniquement au niveau territorial, il est également avec vos organismes de tutelle, avec les autorités de gestion. Et donc comment on fait? Donc vous n'avez pas à 6 mois pour répondre à cette question, pour être encore plus efficace. Vous avez fait de belles choses, comment on fait pour être encore plus efficace par rapport à des défis qui sont terribles. Mais on va y revenir. Mais justement, Cédric, peut-être un mot sur l'évaluation des programmes leader. On a déjà entendu que c'était assez compliqué, notamment évaluer l'impact concret des projets, mais également les impacts indirects en matière de gouvernance, en matière de capital social. C'est si compliqué à faire? Il y a des solutions? Oui, parce que comme on l'a dit, je pense qu'avoir une approche purement comptable et purement quantitative de leader, je vois quand on regarde les 2 indicateurs obligatoires, c'est la part de la population rurale concernée et les créations ou maintien d'emplois. Bon, alors nous, les gars avec lesquels on travaille en France sur l'évaluation, ils nous mettent des chiffres en face sur le maintien et la création d'emplois. Bon, déjà maintien, création, voilà, je crée un magasin de circuit court, j'ai maintenu un emploi d'agriculteur, ok? Et donc, est-ce que ça justifie, est-ce que ça montre que finalement c'était un bon projet, qu'il y a eu un impact, etc. Moi, je ne pense pas. Donc, en effet, on a du mal à évaluer, je pense, en tout cas dans le cadre minimal qui est imposé, je trouve qu'il n'est pas adapté. Et quand la Cour des comptes dit à la Commission, il faut arrêter d'évaluer les modalités de mise en œuvre et plus évaluer l'impact. Alors oui et non, parce qu'on voit aussi que les modalités de mise en œuvre du programme Leader, normalement, c'est aussi un facteur d'innovation et de transformation. Donc de la manière de faire, de la gouvernance locale, etc. Donc voilà, je pense qu'il faut continuer à faire de l'évaluation, mais peut-être vraiment dépasser cette notion de purement quantitative, et peut-être à réfléchir collectivement à nouveau à un référentiel d'évaluation qualitatif. Alors il y a forcément des marges d'amélioration, mais voilà, je pense qu'il ne faut pas avoir cette approche unique. Et ce que je vais dire aussi en termes de valeur ajoutée pour la conférence, j'aimerais faire un petit, je peux juste demander aux gens, là qui sont dans la salle, est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui ont fait un projet de coopération leader, qui ont participé à un projet de coopération leader? On peut jouer? Oui. Bon, ça aussi, c'est une valeur ajoutée des leaders. J'aurais voulu voir plus de mains levées, on en reparlait tout à l'heure, j'espère. Mais néanmoins, ça aussi, c'est une valeur ajoutée des leaders, la coopération. Et ça a été compliqué, en tout cas, côté français, on a diminué par 3 le nombre de projets de coopération transnationale. Donc il y a des raisons, mais ça c'est dommage. Et bon, ça y est, je m'envole sur la coopération, c'est trop. Je dis parce que c'est justement la fin. Je le savais. Voilà, c'est ça, on va préparer là. Avant, on jumelait les communes. J'ai vu ici en tant que RDP jumelé avec Paquera, si vous avez compris. Très bon jumelage, entre parenthèses. Belle commune de Aujourd'hui, on est plus dans la coopération. On a déjà abordé un peu la question sur la transmission
transcommunalité, etc., même si c'est pas nouveau, etc. Mais qu'est-ce qui rend finalement la coopération particulière au sein du programme LEADER? T'es bien lancé, là Oui, tout à fait. Bon, je ne vais pas, moi, pour moi, quand on avait fait ce fameux guide de la coopération avec Xavier, on avait évoqué les 7 bonnes raisons de coopérer. En final, il y en a beaucoup plus que 7, je ne vais pas vous les reciter. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que, les zones rurales, elles ont des enjeux face au dérèglement climatique, les questions de mobilité, de décarbonation de la mobilité, les questions d'alimentaire, de souveraineté alimentaire. On voit que les enjeux sont énormes. Leader, on voit aussi que, en tout cas dans beaucoup de pays en Europe, l'ingénierie rurale, on voit c'est compliqué parce qu'il y a de plus en plus en France, c'est aussi la mode des appels à projets, je vous rassure. Ou peut-être pas, justement, parce que vous filez sur le modèle français, donc c'est pas forcément possible. Voilà, donc on voit que l'ingénierie n'est pas non plus... et Leader, ça finance quoi? Ça finance de l'ingénierie et ça donne aussi la possibilité de faire de la coopération. Et alors certes de la coopération avec ses voisins, de la coopération avec des régions avoisinantes, mais même de la coopération en Europe et partout dans le monde. Et ça, c'est une manière à la fois, si on veut innover, je veux dire, les enjeux de souveraineté alimentaire, ils ne sont pas propres à la France, ils ne sont pas propres à la Wallonie. Je veux dire, tous les pays d'Europe et même au-delà se posent cette question plus que jamais. Donc d'aller coopérer, de voir comment on fait, de voir comment ça... Et ça permet d'aller soit plus vite, soit d'aller plus loin, soit c'est un nouvel enjeu pour un territoire où il y a des territoires en France qui n'ont pas du tout commencé cette approche, peut-être réfléchissez plutôt que de réinventer la roue, il y en a qui ont plus d'expérience, comment faire. Voilà, je ne vais pas revenir sur les atouts de la coopération. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, finalement, quand on voit les autres coopérations, si je demande là, est-ce qu'il y en a qui sont impliqués dans d'autres coopérations que Leader? Je sais qu'il y en aura qui, voilà, j'en connais quelques-uns. Bon, on voit que quand même, la coopération Leader, ça reste quand même la coopération, je dirais un peu, pour moi, c'est un peu l'école de la coopération pour les territoires ruraux. Au même titre que des fois, souvent, on dit que Leader, c'est un peu une école pour le développement local, comment on fait une stratégie, un plan d'action, comment on co-élabore avec toutes les parties prenantes. Et bien, c'est le même titre pour moi, pour la coopération Leader. On commence avec de la coopé Leader, on a des réseaux ruraux européens, nationaux, régionaux. Bon, alors après, ça fonctionne plus ou moins bien, il y aurait des marges d'amélioration, mais vous n'êtes pas tout seul, c'est facilité. Il y a 200 GAL en Europe, bref. 3200. 3200, voilà. Je veux dire, c'est une occasion en or, c'est une occasion en or. Et d'ailleurs, en fin de séquence, j'aurai des petites offres de coopération, j'en profite à diffuser. Voilà, donc c'est quelque chose dont il faut se saisir. Je faisais les comptes là, des projets de coopération en France par rapport à la période d'avant. La coopération interterritoriale s'est à peu près maintenue, quoique c'est le même chiffre, mais on a 100 GAL de plus, donc elle a diminué. Mais la coopération transnationale s'est écroulée en France. Et ça, pour moi, c'est dramatique. Voilà, donc il faut continuer à coopérer, il faut saisir Leader, c'est une des valeurs ajoutées de Leader. Alors oui, on ne peut pas parler en termes d'emploi, etc., mais une bonne manière de faire, une bonne manière de se saisir des enjeux. Et en plus, je pense que ça réduira aussi la montée du populisme en Europe si on continue à faire de la coopération. Donc je pense qu'on est gagnant à tous les niveaux. Voilà. Quand même une petite question un peu plus piquante, mais est-ce que obliger les gars à faire de la coopération, un peu les forcer, est-ce que les réalités ne sont pas parfois trop différentes entre différents gars? C'est la raison des GAL français, c'est la première raison qu'on me sorte les GAL français. L'anecdote, on était investi dans un projet de coopération sur les abeilles, les insectes pollinisateurs. On était en partenariat avec des Allemands, les Slovaques, les Français, etc., les Finlandais. 2 habitants au kilomètre carré, une colonie d'ours, enfin voilà, donc nous, on est tous dans le même milieu, est-ce qu'on peut finalement s'apporter mutuellement? Je pense que dans tous les cas, on apprend de la coopération. On apprend de par travailler avec d'autres, donc être à l'écoute, etc. Alors ça fait un peu... non, mais je pense que c'est crucial ça, parce que je pense que on perd un peu l'habitude d'écouter, de se saisir, d'essayer de comprendre comment fonctionne l'autre. Et au niveau du projet, soit ça marche super et voilà, on faisait ce qu'on voulait, et en effet, il
peut y avoir des imprévus, des choses où finalement le contexte était différent, mais je suis sûre que vous avez appris, ça peut être même d'apprendre comment ils ont travaillé avec les acteurs locaux, ou comment, voilà. Donc en effet, il y a une part, c'est pas des copier-coller la coopération, hein, c'est on monte des projets ensemble, et de par justement des contextes différents, on voit comment on peut s'améliorer respectivement. C'est s'inspirer des autres pour s'améliorer en fait localement. Et c'est pour ça aussi que souvent les Français sont très réticents à faire de la coopération. Ils disent oui, mais moi je suis arrivé à mon comité de programmation, donc nous en France on a des comités de programmation, hein, cette instance qui a au moins 50% d'acteurs privés qui doit sélectionner les projets. On appelle ça des comités de programmation, et ils disent oui, je suis arrivé, l'animateur me dit je suis arrivé, j'ai présenté la coopération, j'ai dit allez, on a 5% sur la coopé, il faut les dépenser, qu'est-ce qu'on fait? Mais évidemment, les gens, enfin, les 3/4 des gens spontanément écoute, déjà fais ton travail localement, puis quand on aura consommé, on verra si les résultats pour la coopé. Or, la coopé, il ne faut pas l'aborder comme ça. C'est quoi l'enjeu du GAL? Ah, c'est travailler sur la souveraineté alimentaire. Ok, et bien il se trouve que la coopé, ça peut nous aider à avancer plus vite là-dessus, parce qu'on ne sait pas comment s'y prendre, ou aller plus loin là-dessus, on est un peu faible. C'est comme ça qu'il faut l'aborder. C'est vraiment c'est un outil en plus qu'on donne aux territoires ruraux pour mettre en œuvre leur stratégie et répondre aux enjeux locaux qui restent spécifiques à chaque territoire rural. Et je vais m'arrêter là parce que je vois les yeux. Avant d'entendre David Dame sur le sujet, peut-être François ou Donatien, une petite anecdote comme ça d'un projet de coopération. François, on sait que tu es client de coopération. Je pense à un exemple très concret pour rebondir sur ce qui vient d'être dit. Janvier 2020, on signe un accord de coopération avec la Finlande, la Suède, la France. Localité. Voilà. Et puis 2 mois, premier séminaire de lancement en février dans le Cotentin. Très bien, on entend nos collègues français parler des stratégies alimentaires de territoire, ce qui nous a inspiré pour l'appel à projet qui est sorti en ligne peu de temps après. Et puis mars, crise sanitaire. Tout notre programme de séminaire mis en difficulté, mais on garde l'échange. Et alors ça je peux le dire avec le recul, il y a la dimension de la culture qui est très importante dans un projet de coopération, et on s'est rendu compte que la culture nordique, les Finlandais et les Suédois, c'est très différent chez nous. La notion de convivialité est très différente. Ils ont une certaine forme de communauté, mais pas la même que nous. Et très concrètement, chez nous, dans notre territoire, l'initiative du projet venait d'un groupe qui a mis en place un marché de produits du territoire du Galles. Donc, on avait cette approche-là dans le dossier. Et en Suède, en Finlande, les marchés de terroir, ça n'existe pas. Le système chez eux, ce sont des rendez-vous. Ils appellent ça des notes, des rendez-vous qui durent 20 minutes, une demi-heure maximum. Les gens ont passé commande sur une plateforme style Facebook. Les producteurs arrivent, ouvrent le coffre de la voiture et en 20 minutes, la transaction est faite avec un paiement par smartphone. Un truc, voilà. La convivialité est assez peu présente. Eh bien, en mars 2020, donc, comme partout en Wallonie, les marchés de terroir sont interdits. Nos amis suédois nous disent souvent qu'on vous donne accès à notre plateforme Local Food Notes. Ça vous permettrait d'organiser des marchés virtuels. Et au mois de mai, donc en 2 mois, la plateforme qui avait été traduite en anglais était ouverte à nos producteurs et en juin, ils vendaient pour 6 500 € grâce à cette plateforme. Voilà, c'est un exemple qui m'est venu en vous entendant pour dire qu'il y a cette dimension de la culture et puis cet échange aussi de manière de faire qui peut être extrêmement enrichissant. Alors, heureusement, le Covid est un peu derrière nous maintenant. Nous allons rendre la balle aux Suédois puisqu'on va aller en séminaire l'année prochaine. Ils vont mettre en place un marché de terroir façon pays du Sud entre guillemets et ils nous demandent comment mettre ça en place, comment établir un règlement, comment faire un casting, etc. Juste un bref petit mot. En termes de coopération, on a eu l'occasion de réaliser le film télé-ruralité avec des Bretons, donc faire une version longue de la caméra qui a été vraiment prendre le pouls des citoyens en zone périurbaine. Et donc sans la coopération, on n'aurait pas pu avoir une forme de miroir par rapport aux réalités vécues. L'autre volet, je pense, c'est pas lié à la coopération, mais c'est effectivement lié au réseautage, qui, je pense, avant était plus dense au niveau européen, parce qu'effectivement, j'ai eu l'occasion de participer quand même à pas mal de voyages à l'époque, dont un voyage en Finlande, où, effectivement, on apprend à rencontrer des collègues, à voir comment ils fonctionnent, et effectivement, ce sont des écoles de bonnes pratiques, et ça permet aussi de découvrir des pays, des coutumes différentes,
dont celle des rendez-vous de 20 minutes, mais en ça serait des bonnes sonores. Du coup, David, un petit mot sur les réseaux européens, nationaux, comment ils sont organisés. Est-ce que de fait, ils ont perdu en intensité d'activité? Est-ce qu'il faudrait renforcer ces réseaux? Oui, je crois qu'il y a eu une période de, je dirais, 18 mois où c'est une période de renouvellement où ils ont dû concentrer sur les plans stratégiques du PAC. Mais il y a certains pays qui sont bien avancés. On sait déjà qu'il y a 2 jours, il y a 7 programmations qui ont été acceptées et puis on peut avancer. Et c'est le moment d'avancer, c'est ce que ça veut dire. Il y a des très bonnes choses qui existent et qui doivent continuer. Par exemple, Séverine a parlé de la France. Je suis très intéressé par la cellule d'animation pour la coopération qui est de nouveau et que je sais que tu fais partie. Mais ça, c'est une chose très très intéressante. Le rôle des réseaux en renforçant le rôle de leader. Plusieurs choses à dire là-dessus. Le valeur ajoutée, très important. On doit se concentrer à un niveau européen sur ça, en réponse au Cour des comptes. Parce que le Cour des comptes, le rapport, c'était une édition spéciale. Alors, ça veut dire qu'il y a le moment de faire une réponse, de simplifier, de penser à des choses, de simplifier. On a parlé beaucoup de simplification, mais je suis toujours de l'avis que la simplification, ça se fait par l'égal, par les gens dans les zones rurales, parce que je ne suis pas fonctionnaire, je n'ai jamais été. Les fonctionnaires ne sont pas les meilleurs à avancer la simplification, à mon avis, parce qu'ils prennent les choses comme ils sont. Je donne la parole après. Pour simplifier, il faut prendre les leçons des zones selon les principes, selon les besoins locaux. On aura toujours des erreurs. Il y a une relation directe entre les erreurs et l'innovation. Si vous pensez que le leader, c'est un peu sur l'appui de la Cour des comptes, imaginez quand ils font une étude sur les groupes opérationnels, parce qu'il n'y a plus d'innovation là-dedans. Alors, et les erreurs, ils savent déjà, le Cour des comptes savent déjà qu'il n'y a plus d'erreurs quand il n'y a plus d'innovation. Il y a une relation, mais c'est pour la Commission de faire une réponse, c'est pas pour le Parlement. C'est pour la Commission de faire une réponse, et ça va se faire au cours de la programmation actuelle. Ça veut dire au cours des 7 ans. Oui, il doit y avoir de 3 à 6 mois une réponse directe, mais il y a le temps d'essayer de transformer. C'est ce que ça veut dire pour moi, c'est qu'on doit toujours travailler sur le valeur ajoutée. Parce que pour moi, la chose la plus importante, c'est les projets. J'étais étonné à cette phrase que les autres programmes de l'Union européenne auraient pu mettre en place les projets de leader. Mais ils ne le font pas. On est abordé par des projets leaders dans notre base de données, des projets cibles. C'est des projets leaders qui sont au sein de nos projets. Et on doit insister que les projets leaders ils mènent l'avancement des zones rurales. Et là-dedans, il y aura un grand travail qui n'est pas seulement l'événement rural, n'est pas seulement le PAC, c'est le pacte rural qui aura un observatoire qui maintenant est en phase d'appel à projet. Ça va être très important pour le leader parce que j'imagine que c'est la même situation, c'est les projets leaders qui vont être au sein du pacte rural. Je pense que l'avenir, il y a beaucoup d'atouts de leaders qui peuvent mener l'avancement de la pacte rural, de la transformation des zones rurales et que la Commission est au courant de ça. Je travaille non plus pour la Commission, nous sommes un projet de la Commission, mais il faut insister et la prochaine évaluation qui aura lieu, c'est une évaluation interne parce que dans le réseau européen, il y a une équipe qui font l'évaluation. Alors il y aura un groupe thématique qui travaillera sur la valeur ajoutée de leader. Et c'est de là où on va trouver la réponse, la vraie réponse à l'étude du Cour des comptes.
Juste une dernière chose que je voulais dire, c'est on a sollicité le vision à long terme. Le pacte rural, ça vient du recherche, où on a sollicité beaucoup d'égal à répondre à la vision à long terme. Alors c'est là, dans le pacte rural, où nous devons concentrer nos efforts pour l'avenir, pour vraiment insister qu'au leader, ce devrait être pas seulement quelque chose dans le développement rural, mais dans le cadre de l'environnement, dans le cadre de l'économie et dans le cadre surtout de la durabilité sociale. Merci. Est-ce que Anne, Serge et Nicolas, vous voulez réagir par rapport à ça? Comment est-ce que finalement l'administration wallonne arrive à démontrer la plus-value de leader aux autorités? C'est vous, un peu en coulisses, on ne voit pas toujours le travail qui arrivait finalement à défendre un peu ce programme auprès des autorités. Je sais que c'est pas évident. Je ne sais pas si vous voulez réagir. Mais c'est de toute façon très difficile d'évaluer. Hein. C'est déjà difficile d'évaluer les autres mesures du programme. Et alors, leader, c'est encore plus compliqué parce qu'on demande justement que les gars développent des projets qui sont adaptés à leur territoire. Et donc, chaque gamme mène des projets différents. Donc, or, au niveau de la commission, on sait très bien, par expérience, qu'il faut avoir des indicateurs qui sont communs à tous les États membres pour pouvoir démontrer à l'extérieur la plus-value des fonds européens. Et donc, à partir du moment où chaque gamme mène des actions qui sont propres à leur territoire, c'est difficile de trouver des indicateurs qui sont déjà communs à leader en Wallonie. Et donc, ce qu'on développe surtout, c'est des indicateurs de résultats. Et alors, il faut montrer l'impact. Oui, on parlait, il faut essayer de trouver des indicateurs qui ne soient pas uniquement quantitatifs, mais comment trouver un indicateur qui prouve que, par exemple, au niveau gouvernance, on a amélioré les choses. C'est vraiment très compliqué. Hein. Moi, je n'ai pas la solution. Ça, c'est dans mon chapeau. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans le chapiteau qui aurait une bonne idée très concrète pour recommander ça? Monsieur Jean-François. Vous savez que Jean-François, on veut continuer. Oui, Jean-François, oui. Ça va aller très vite. Ici, assez bref parce qu'il y a encore des questions. Oui, plus bref que dans bien dit, c'est difficile d'agir. Remercie le maintien pour avoir évoqué la culture. Le territoire, c'est avant tout les citoyens qui y habitent. Et je pense que tout ce qui a été dit aujourd'hui, l'innovation, la prospective et la coopération, évidemment, c'est fort intéressant. Ça ne peut se faire qu'avec les citoyens. Je pense que dans notre région, une communauté région, donc ça inclut Bruxelles, on pourrait renforcer les logiques de coopération, notamment avec les opérateurs culturels, puisque dans les décrets qui ont été rénovés ces dernières années, on a inclus des notions comme les droits culturels. Donc je viens d'entendre qu'il était difficile d'établir des évaluations d'impact ou des critères en matière subjective. C'est une force de la culture. Donc, on parle de gouvernance, on parle de comment mesurer l'impact de décision ou comment mesurer l'efficacité du conseil d'administration, ou d'opérateurs ou de partenariat. Je pense qu'on a intérêt à renforcer ces démarches-là, surtout à l'heure où les opérateurs culturels, particulièrement le centre culturel, développent des initiatives de coopération. Et j'en termine en associant à la réflexion sur la dimension des droits, et notamment des droits culturels. On sort de pandémie. La situation géopolitique est complexe, vous le savez. On est à moins de 20 heures de la frontière où ça chauffe. Et moi, je vous invite tous à réfléchir à ça, parce qu'effectivement, quelqu'un l'a dit tantôt, ce sont les citoyens qui font l'avenir. Merci. Merci. Bonsoir. Je retourne maintenant aux experts. Vous êtes expert aussi. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il y a deux experts dans la salle. Oui, c'est ça. Donc, pour trois choses. Un, l'évaluation. On a beaucoup parlé du rapport Cour des comptes. Si on avait invité le CAPEC à une partie de la table ronde, on aurait eu un tout autre discours. Donc, Monica, elle a travaillé pour ADE. Oui, d'accord. Donc voilà, donc on aurait eu un autre discours et avec des éléments qui ne sont pas des éléments quantitatifs, mais ils sont aussi adressés à des éléments qualitatifs. En interviewant pendant de longues heures certains coordinateurs. Donc voilà. Mais est-ce que ce rapport change finalement alors du coup la vision des autorités européennes?
Je ne sais pas ce qu'il est advenu de ce rapport. J'imagine qu'il est intégré à la commission et qu'il y a quelqu'un qui l'a ouvert et qui peut s'en inspirer. Donc voilà, il y a un rapport plutôt négatif qu'anti et un rapport plutôt positif qui a une autre méthodologie. Voilà. Ceux qui l'ont vu, je ne suis pas dans les cercles de foi. Donc voilà. Sur coopération et innovation, je reviens sur une ancienne coopération avec laquelle on était avec Pascal Ballot qui est juste là. 2010, je crois, parce que si même pour son nom, ma mémoire est bonne, on travaille sur l'agroforesterie. Je vous prie de croire qu'au niveau de notre administration, c'est ce jeune-là, je me souviens, on était fou, Jean-François, quoi tu fais encore Oui, mais on est là pour innover. L'agroforesterie, on a été chercher nous, les partenaires idéaux. Alain Canet, Art de Paysage France 2, président de la FAF. Fabien Gard, qui avait Agrouf à l'époque, qui avait bossé avec le professeur Duprat et l'Université de Montpellier. Donc vraiment les spécialistes de la question. On ramène ça en Belgique. Alors on a fait des petites expériences, on n'a pas planté des arbres partout, hein, je vous rassure. Mais on voit le rôle essentiel que va avoir l'arbre de nos jours. C'est devenu une politique mainstream au niveau du gouvernement wallon à 4000 km de haie. On a créé la WAF, Association Wallonne d'Agroforesterie, qui n'a pas cessé de porter ce message. Il faut changer les pratiques agricoles, il faut replanter des haies, il faut replanter des arbres. Dans le cadre de la politique du carbone, il a certes changé les pratiques agricoles, mais j'ai participé au groupe Carbon Farming du réseau européen. L'agroforesterie est considérée comme une des techniques pour stocker un maximum de carbone dans les sols. Et puis il y a tous les effets positifs que ça peut avoir en termes de biodiversité, d'érosion, etc. Et la valorisation aussi des coûts. Donc voilà, donc il y a deux projets de coopération leader, je ne sais pas qu'on a influencé la politique bien sûr, mais on a contribué à. Voilà, on a semé les premières graines. Et si on avait fait plus vite en 2010 ce qu'on est en train de faire maintenant, peut-être qu'on aurait moins de problèmes. Voilà, une chose. Deuxième chose, j'ai participé aussi pour parler du futur, et là c'est peut-être la troisième chose. Pour parler la dernière, c'est une question envoyée à David. On parlait à un moment, je participais au groupe Smart Quality, et à un moment, village intelligent. Village intelligent, et à un moment, la question en anglais. À un moment, c'est sorti, mais il était peut-être question, ça pourra peut-être nous éclairer, de remplacer Leader par Smart Villages. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que dans ce groupe-là, ce leader, en fait, c'est tous les principes du leader se déclinaient au travers des villages intelligents. Voilà. Donc, on essaie de réinventer l'eau chaude, mais l'eau chaude, elle était déjà là. Voilà, merci Jean-François. On donne ton intérêt pour participer à la prochaine table ronde. On revient peut-être à nos experts sur la scène. De la scène, ton gars est également un parc naturel, tu l'as dit tout à l'heure. Est-ce que c'est vital pour qu'un gars soit pérenne finalement qui s'ouvre à d'autres financements leader et est-ce que c'est facile finalement d'une manière plus générale de pérenniser les actions leader? Alors évidemment non, c'est pas facile puisque j'ai de très nombreux collègues dans l'Assemblée qui tous pourront témoigner dans le même sens. On est dans une programmation, on constitue une équipe et donc on a des personnes qui non seulement acquièrent des compétences dans leur domaine, acquièrent une notoriété par rapport à l'ensemble des partenaires du territoire avec lesquels le gars travaille. Et puis quand on arrive en fin de programmation, on n'a aucune perspective et c'est évidemment bien naturel. Les collaborateurs, les collaboratrices cherchent souvent même la fin de la programmation, une nouvelle orientation professionnelle et c'est chaque fois des compétences que l'on perd, souvent des amitiés aussi, qui sont fragilisées. Donc c'est une difficulté qu'on rencontre à chaque fin de programmation. On essaye tant bien que mal d'éviter la casse. D'éviter totalement c'est impossible, mais on essaye de conserver au minimum un noyau. Nos autorités wallonnes l'ont entendu d'ailleurs, puisque depuis 2 programmations, on sait qu'il y a une attention particulière qui est portée par rapport à cette période d'interprogrammation, mais ça pose chaque fois une difficulté. Alors la question c'est, est-ce qu'elle mise en débat, j'ai mon point de vue, c'est il faut une dynamique dans l'IDER, c'est évident. Est-ce qu'il faut nécessairement, je vais parler un peu vulgairement, rebattre les cartes, mélanger les communes dans un sac et dire qu'on veut de nouveaux territoires à chaque fois? Je ne pense pas que c'est comme ça qu'on aura nécessairement
nécessairement une bonne dynamique et certainement une efficacité sur le terrain. Un leader, c'est un projet de territoire. Un projet de territoire, ça produit ses effets sur le long terme. Et là où je pense qu'on peut trouver de la dynamique, ou en tout cas on en trouve, c'est quand d'une programmation à l'autre, on travaille des thématiques nouvelles, on accueille des partenaires nouveaux. Si je prends de manière très schématique notre programmation, la première, on travaillait essentiellement avec le monde agricole, le monde touristique. La suivante, on a travaillé très fort avec un monde nouveau qui est le monde culturel. Et dans l'actuelle programmation, on a encore une dimension tout à fait nouvelle pour nous, qui est les acteurs du patrimoine. Alors comment faire? On essaye chacun tant bien que mal. Il est clair que, alors soit d'égal pense à des projets de parc naturel, et je discutais il y a quelques jours avec une directrice de parc naturel, elle pense à un GAL. Mais ce n'est pas la panacée pour garantir une stabilité, une durabilité et pérenniser l'équipe d'un GAL. Il n'y a pas de miracle, il faut aller chercher les fonds de tous côtés. Le parc naturel n'est pas la solution miracle. Je suis responsable d'un parc dont je connais les montants. La dotation qui est prévue par le décret, ça correspond à peu près à la moitié de l'enveloppe annuelle d'une programmation GAL. Donc c'est pas avec ça qu'on va sauver. Mais non, et on est beaucoup à le faire. Moi je pense qu'il faut faire preuve de créativité et ne pas hésiter à aller au-delà du champ leader à d'autres programmes européens, voire d'autres programmes régionaux. Voilà, avec en tempérant aussi, je disais tout à l'heure, ne pas tomber dans l'effet pervers de répondre tous azimuts à tous appels à projet et ne plus être en capacité de réaliser correctement son travail. Donc il n'y a pas de solution miracle, c'est une difficulté à laquelle on est tous confrontés. Voilà, mais il y a une solidarité et on sent que la région est consciente de ces difficultés et cherche à nous aider à passer le cap le mieux possible. Dieu sait comment faire des compétences quand on renouvelle l'équipe complètement. Moi j'avais encore une question sur la parité. Alors, Xavier avait sa petite réplique toute faite. Ben, nous on a fait la parité à un homme, une femme, une vieille, un jeune. Il avait dit ok, mais bon, vous y avez répondu, donc on va laisser tomber. Peut-être chacun de vous, en une phrase, on est à la veille de la sortie de l'appel à candidature GAL. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux GAL, aux territoires qui veulent présenter une candidature, à l'administration? Quels sont les points d'attention pour les 30 années à venir? Non, la prochaine programmation. Non, moi je n'en ai plus. Pas pour les 30 années. Non, le monde change trop vite. Et c'est pour ça que la période de programmation de 7 ans, elle est quand même intéressante. Parce qu'elle n'est pas courte comme dans beaucoup de programmes. 7 ans, c'est quand même significatif. Et donc, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Donc, à un moment, et là vous êtes en plein dedans, c'est fabuleux, de dire comment on construit des choses. Dans un monde, vous vous rendez compte, ces 2 dernières années, comme le monde a bougé. Donc, entre la crise du Covid, la guerre, le changement climatique, moi je pensais qu'il allait pleuvoir ici. J'ai vécu 8 ans à Bruxelles et j'ai toujours eu de la pluie, quelle que soit la saison. Donc, et là, je n'ai pas vu la pluie depuis 2 mois et demi. Donc, je pensais qu'au moins ici, j'allais la trouver. Même ici, je ne la trouve pas. Donc, ça veut dire que ça crée des défis sur votre territoire qui sont terribles. Je ne sais pas si vous connaissez la théorie du donut. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, certains d'entre vous. Donc, c'est une théorie comme quoi, aujourd'hui, on est contraint. On est contraint, donc, puisque, vous le savez, donc, quelque part, à la mi-juillet, on a dépensé toutes les ressources que normalement étaient disponibles chez nous. Ça, c'est au niveau mondial. Si c'était au niveau de nos riches pays, c'est en avril. Ça veut dire qu'il faut construire un monde où on dépense 3-4 fois de moins de ressources. Et bien évidemment, la problématique, c'est qu'elle va se poser d'abord pour les personnes les plus fragilisées. Si le prix de l'énergie, comme on peut le penser, va être multiplié par 2, et à peu près la même chose pour l'alimentation, pour les personnes aux revenus les plus bas ou même moyens, ça va être spectaculaire. Donc il faut construire ce qu'on appelle aujourd'hui de la sobriété, mais qui s'accompagne donc du bonheur, d'une sobriété heureuse, comme disait Pierre Rabhi. Et là, donc, vous avez d'ailleurs, c'est intéressant, les 17 objectifs de développement de l'ONU sont extrêmement intéressants.
on est en position bien évidemment beaucoup plus confortable en étant ici que si on est au Bangladesh, pour répondre à ça. Mais je veux dire, aujourd'hui, la solidarité va être quelque chose de fondamental et en même temps d'invention. Donc, il faut faire de l'économie circulaire de partout. Donc, comment on fait dans nos territoires pour faire beaucoup plus, pour que tous nos déchets deviennent des ressources. Donc, c'est un monde transformé. Donc, voilà. Donc, vous avez 6 mois pour réinventer les grands axes qui vont permettre de s'adapter. Et je pense que d'ailleurs, à mi-parcours, il y aura encore certainement des rectifications à faire, parce que le monde change très vite. Et bien évidemment, il y a des grandes politiques, le pacte vert au niveau européen, il y a des efforts qui sont faits dans vos États, il y a des efforts qui sont faits dans la région. Mais les leaders, c'est les efforts qui sont faits avec les citoyens, qui doivent être à l'avance. Donc, c'est le laboratoire des transformations. Donc, les enjeux, ils sont extrêmement importants. Donc, voilà, moi, ce que je vous souhaite, c'est beaucoup de créativité. Vous avez fait beaucoup de choses. Donc, bravo, bon anniversaire. Donc, mais il reste beaucoup de choses à faire, et pas dans les 30 ans à venir, dans les 6 mois qui viennent, pour se projeter dans un monde qui est bouleversé. 6 mois pour changer le monde, est-ce que ça va aller Et elle a dit que je n'ai pas répondu à la question qui était sur la parité. Mais... Non, je voulais pas qu'on y réponde, Tu veux... Ah non, c'est ça. Non, c'est bien, vas-y. C'est dur de me laisser la parité, hein. C'est dur de me laisser parler la parité, sachant qu'elle n'est pas sur la scène déjà. Non, mais un mot au galop à nous. En France, je pense que c'est le même. Enfin, en tout cas, en France, je pense qu'on a moins de femmes que chez nous. On a beaucoup d'animatrices femmes. Et je dois dire qu'au niveau des élus, nous restons sur des élus en majorité masculins. Donc, et quand nous, on accompagne les territoires leaders à faire leur candidature dans des grandes démarches de concertation, là, souvent les élus qui se mettent à leur table, c'est que des hommes. Et la société civile, le monde associatif, où là, soit on a de la mixité, soit une majorité de femmes. Voilà. Après, je ne parle pas de tous les territoires en France, hein, mais pour beaucoup, c'est comme ça. Donc après, cette question de la parité, elle est importante, mais je pense qu'au-delà de la parité, c'est comment on ouvre à de nouveaux acteurs, vers de nouveaux citoyens, comment on renouvelle les forces vives aussi du territoire, d'abord pour toujours se réinventer, mais aussi pour faire autrement, parce que sinon, si on a toujours les mêmes, il peut y avoir aussi l'épuisement. Donc, je sais qu'un territoire qu'on avait accompagné pour faire la concertation et mobiliser davantage, alors petite astuce, ils avaient fait ça dans des petits cafés, dans des zones rurales. Donc, on avait vraiment fait, chaque atelier se passait dans un café. Donc là, ça attire beaucoup plus de monde, à 18h, 20h. Mais mine de rien, on avait eu une ça avait vraiment remobilisé plein de monde, des gens qui étaient rentrés en disant mais c'est quoi ici, ben voilà, on réfléchit à la rue, etc. On avait appelé ça les cafés citoyens. Et le fait de faire dans un café, ben, en tout cas en France, ça attire un peu plus le chaland, même si derrière il fallait bien travailler. Donc ça avait très bien fonctionné. On avait irrigué en plus plein de petits cafés en zone rurale, donc on avait contribué en plus au développement local et à vraiment toucher toutes les zones du territoire. Donc ça, c'était des solutions pour la construction de la candidature. Et après, réfléchir aussi dans les actions que vous allez mettre en œuvre, comment on peut aussi peut-être davantage soutenir l'entrepreneuriat féminin, réfléchir aussi à la place des femmes dans le monde rural et en tant que porteuses d'initiatives. Donc ça, il y a aussi des structures, je pense, sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, qui interviennent davantage en zone urbaine, mais qui commencent à envisager à travailler en zone rurale. Donc appuyez-vous sur aussi tout ce réseau d'acteurs pour pouvoir aussi davantage toucher aussi à la fois en tant que partie prenante et à la fois en tant que bénéficiaire possible ou porteur de projet sur ces structures. Voilà. Merci beaucoup. On souffle à l'oreille, il reste plus ou moins 13 minutes. On va quand même laisser encore la parole aussi aux questions-réponses. On va peut-être encore, David, éventuellement une petite réaction. Oui. On a aussi quelques recommandations éventuellement. On a une grande phrase aussi. Peut-être au GAL et à l'administration wallonne, sur le programme leader et sur la suite. Quelles recommandations? Oui, peut-être suivant ce qu'a dit Yves et Séverine, la réponse est un peu plus globale. Je crois que les objectifs des GAL sont les mêmes objectifs au niveau européen, parce que je parlais tout à l'heure de la durabilité et Yves a dit la même chose. Avant d'aborder ça, je voulais répondre à Séverine afin de dire que la plupart maintenant des animatrices
des réseaux européens et des réseaux nationaux sont des femmes. Alors, on est au-delà du point où les réseaux au niveau européen sont menés par des hommes. Et même dans mon équipe, oui, je suis conscient que je suis un homme avec 2 filles, mais là, il y a l'égalité aussi. Alors, on avance. J'étais très content que mon gars local en Écosse maintenant est mené par une étudiante, une ancienne étudiante d'où je travaillais. On avance, oui, pour être plus court. La durabilité, c'est très important de se concentrer parce que ça peut être, j'ai dit plusieurs fois, mené par l'égal. Les actions locaux, les zones locales peuvent mener les objectifs globaux. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, les principes doivent être menés tous ensemble. La durabilité économique, la durabilité environnementale et la durabilité sociale doivent être menées ensemble en même temps. Parce que si un fermier quitte son ferme, c'est de l'argent pour le magasin local. C'est la construction des haies et des murs. Il y a un système. Ouais, il y a un système qui dépend l'un sur l'autre. Et c'est ça qui est très très important parce que au niveau de la commission, maintenant, il y a des équipes qui mènent les trois points de la durabilité. Ça, il faut réfléchir dans les actions locales, je crois aussi. Merci. Eric, un petit mot? Mais pour réagir par rapport à d'autres choses qui ont été évoquées, notamment toute la thématique de l'administration et des fonctionnaires, et comme j'en suis un chef. Simplement dire qu'on est sur des effets balanciers aussi. On a quand même vécu sur la région wallonne un certain nombre de traumatismes qui ont fait qu'on n'a pas renforcé les contrôles, et je ne vous raconte pas les marchés publics comme ils sont compliqués maintenant, ça ne vient pas de nulle part, c'est parce qu'il y en a qui ont quand même fait l'économie. Et donc il faut créer une confiance. C'est ça vraiment le leitmotiv, c'est recréer une confiance entre le terrain et l'administration, et ça passera par des nouvelles pratiques de gouvernance, on en a parlé, programme stratégique transversal pour les communes, plan de développement avec des évaluations, des indicateurs de résultats, imparfaits évidemment, les impacts, etc. Mais à partir du moment où on se fera confiance, finalement, peu importe dans le détail de tout, et on arrêtera peut-être de remplir de papier pour justifier à tout le monde une utilisation de 50 cents. Mais je peux comprendre que maintenant on doit le faire parce qu'on a fait des conneries avec certains à un moment donné. Donc ça c'est par rapport à la problématique du contrôle et de retrouver la confiance. Par rapport à la culture, évidemment, mais je pense que la culture elle est dedans, sans nécessairement que la Fédération Wallonie-Bruxelles ou les centres culturels y soient. Mais qu'ils y soient, évidemment, c'est le cas maintenant chez nous. Mais la culture, c'est parce qu'on est des hommes et des femmes, on est des ruraux, on vit notre territoire, on vit ce qu'on est de tous les jours. Et quand tu parles de la guerre à 20 heures d'ici, alors on parlait des jumelage, c'était d'à côté amateur à l'époque, on faisait des jumelages communs. Baccarat, parfois, ça c'était chouette, on n'a pas toujours cette chance-là. Et donc ça c'était les prémices de la coopération. Maintenant, on est sur des territoires plus larges, qui font non plus des jumelages, on fait des guindailles, on s'amuse bien, mais on se découvre et on s'enrichit de nos différences, c'est ça qui est important. Maintenant, on fait des coopérations et on s'enrichit non seulement de nos différences, de ce qu'on est chacun, de notre culture, etc., mais de toutes nos pratiques et de tout ce qu'on a mis en place pour évoluer. Et c'est extraordinaire. Et donc, on continue à construire l'Europe. Les jumelages, ils ont été inventés à bien pour que les Européens, de quelque horizon que ce soit, de quelque corps que ce soit, se croisent, se rencontrent et s'enrichissent. Et finalement, les gars, c'est quand même un projet européen et on est en train de construire l'Europe. Il faut continuer à la construire. Donc, il y a 30 ans qu'on a construit Leader, il faut continuer à la construire parce que sinon, on ne sera plus à 20 heures, on sera peut-être à moins. Voilà. Continuez. Juste petite suggestion, mais les professionnels c'est vous, donc c'est un peu compliqué de donner des conseils par rapport à ça. Mais si je prends le point de vue communal maintenant, c'est vraiment encourager les différents porteurs, chargés de mission et coordinateurs, dans le cadre de la prochaine écriture des dossiers de candidature, c'est de bien consulter effectivement les PST des communes existantes, également de voir dans quelles autres dynamiques, notamment supracommunales, elles s'inscrivent, je pense notamment en cohésion sociale, pour que l'action légale trouve un ancrage communal qui soit vraiment perçu, pertinent par l'ensemble des personnes et qu'on ne se pose pas la question de savoir c'est quoi ça en plus du reste.
On sait que parfois ça peut être source de confusion, de la compréhension chez certains élus. Et d'où aussi l'importance, et on le fait nous maintenant depuis quelques années, c'est d'inviter les chargés de mission et les coordinateurs à venir présenter de façon régulière, au moins une fois par an, devant le conseil communal en sciences publiques, les actions menées par le GAL afin que tout le monde soit bien informé, non seulement les élus, mais également les citoyens. Ça me paraît important. Voilà. Petite réaction pour abonder évidemment dans ton sens, c'est qu'effectivement il faut aller vers les communes, lire les PSC, c'est intéressant. Mais il faut savoir aussi que souvent les communes relayent sur le GAL. Donc une partie du programme stratégique transversal des communes, c'est en gros et en résumé de dire ça c'est pour le GAL. Donc ça nous facilite la vie au niveau communal de pouvoir d'échapper, s'appuyer peut-être plutôt sur le GAL, par exemple le plan climat des 7 communes du Ville-et-Campus, c'est le GAL. Donc voilà, c'est une facilité aussi, et ça parlera beaucoup moins à la tête des territoires. On note également la recommandation de François, que vous disiez tout à l'heure, l'achat des saunas, éventuellement pour la prochaine programmation, mais je ne sais pas si c'est éligible. Il faudra quand même justifier la dépense par rapport à cette chose. Donc, on fait des photos pour l'utilisation, c'est bon. J'ai encore quelques contacts. Ça, c'est la communication. Encore quelques contacts. Ok. De la scène, très brièvement, et puis on prend les questions. Oui, très brièvement, pour la pilote 23-27, on est en discussion depuis un petit moment avec l'administration pour faire entendre certaines difficultés au niveau administratif, et je ne vais pas m'étaler dessus, on pourrait y passer tout l'après-midi, ce n'est pas le propos. Donc oui, il y a la question de l'animation, de reconnaître le besoin d'un animateur et une personne qui trouve le travail administratif, voilà, toutes ces choses dont on discute. Une tendance que j'ai constatée, et qui s'est inversée d'ailleurs sur Interreg et sur Leader, sur cette programmation-ci, c'est le contrôle. Et c'est vrai qu'on a parfois le sentiment d'être dans une relation, alors pas avec nos autorités directes, mais avec les organismes de contrôle, dans une relation un peu malsaine, où on est perçu comme a priori des bandits, et donc à devoir produire des justifications parfois presque poussées jusqu'à l'absurde. Et la tendance qu'on a, enfin moi que j'ai vécu sur cette programmation-ci, c'est que dans le programme Leader, et ça c'est bien, on a abandonné la notion de contrôle des prestations, donc on avait des timesheets à compléter dans Leader 3, dans Leader 4, dans Interreg 3, Interreg 4, Interreg 5, ça a été abandonné, on n'est plus dans une logique de résultat. Et voilà, et dans Leader par contre, on a vécu quelques contrôles dans mon GAL, et je pense que mes collègues pourront en témoigner aussi, où on doit justifier sur pièce. D'ailleurs, il faudra que David, tu m'envoies la photo de ma présence ici, parce que ce sera en dessous. Donc voilà, ça je pense que c'est quelque chose qui fait perdre du temps aux équipes légales, qui fait perdre un temps énorme aux administrations, et qui pour moi n'est pas, qui coûte cher et qui n'est peut-être pas absolument justifié. Je vois finalement l'idée de restaurer le climat de confiance. Est-ce qu'il y a des questions? Il nous reste malheureusement que 5 minutes, mais on va pouvoir prendre une minute. Vous les réactions, vous pouvez vous présenter, poser votre question et savoir à qui vous la posez. Bonjour à tous, je m'appelle Henri Lejoux, je suis agriculteur producteur de lait, un retraité, et j'anime une petite coopérative qui s'appelle Terre d'Élevage, auquel je dois souligner que le GAL, plateau de lait ici, apporte tout son soutien. Et je trouve que les GAL sont vraiment très bons du territoire. Ça fait remonter une série de problèmes qui sont des projets. Cependant, je voudrais quand même donner un éclairage historique des leaders, si on peut dire. Il faut savoir que à la première réforme de la PAC, en 1992, la politique agricole commune a supprimé la préférence communautaire et on a fait une ouverture sur le monde, où les produits agricoles étaient échangés sur le marché mondial. Et avec l'arrivée de la conclusion de l'accord de l'OMC, les produits agricoles sont vendus comme des marchandises, comme des romans à billes, etc. Donc on a oublié l'aspect social et environnemental à ces accords-là, qui sont toujours d'actualité et qui sont toujours, précis. Donc l'arrivée de leader a été fait en Irlande, l'accord de Cork, lancé par le commissaire à l'agriculture de l'époque, c'était M. Fischler. Voilà. Mais ça a été
c'est une bonne chose parce qu'on met en évidence la rôle de l'agriculture. Mais ça en fait un petit peu voir si l'orientation de la politique agricole qui se base sur le marché mondial. Et je ne vais pas, et ça serait long parce qu'il y a beaucoup de choses, mais concrètement, il y a un hiatus entre les politiques agricoles européennes tournées vers le marché mondial, qui sont en déconnexion avec les coûts de production ici, et qui nous, les accords de libre-échange, le dernier c'est celui avec la Nouvelle-Zélande, où on vient de signer 30 mois ici des accords de lait néo-zélandais qui va venir en Europe, les animaux aussi, les bovines aussi, donc il y a, pour moi, ils tuent l'agriculture régionale alors que nous on voudrait qu'elle existe. Donc il faut mettre en évidence que la PAC doit être révisée par d'autres priorités. Oui, juste un mot effectivement par rapport à ça. Je crois qu'à travers l'histoire, on n'arrête pas de faire des amants et des arrières. Donc quand il y a eu la conférence de Cork, je vais aller un petit peu plus loin que ce que j'ai raconté tout à l'heure. C'était simplement de dire d'abord la politique de développement rural, elle est importante. On doit s'inspirer des principes de leader, mais ça allait pour certains, et je pense que c'était un peu le cas pour Franz Fischler, de se dire que demain, c'est le biais pour construire la politique agricole commune. Ça veut dire de la reconstruire dans une logique de territoire, et pas dans uniquement une logique d'ouverture au monde, qui entraîne donc des conséquences que l'on indiquait. C'est que de toute façon, il y a donc de moins en moins d'emplois dans l'agriculture, il y a beaucoup d'effets négatifs, etc., etc. Bon, manque de chance, ça n'a pas été suivi. Et je pense que pour la politique suivante de Cork, où les mêmes principes ont été racontés, ben, au contraire, on a encore plus concentré sur le réseau de politique agricole commune, sur la politique agricole commune, et en oubliant encore un peu plus le territoire. Après les messes ne sont jamais dites. Hein, donc, tu as parlé du pacte rural, tu as parlé. Et aujourd'hui, en plus, la réalité, elle montre que ce système, donc, où tout est ouvert au niveau international, c'est un système fou. On le sent par rapport à l'Ukraine, on le sent par rapport à l'Amazone. Hein, donc on vit, notre agriculture vit des désastres qu'il y a en Amazone. Hein, donc aujourd'hui, tout ça doit être remis en cause. Et je pense que voilà, c'est un combat permanent. Hein, donc moi je suis dans ceux qui ont regretté qu'on n'aille pas assez vite là-dessus, que ce soit en même temps, que ce soit à la conférence de Cork suivie, qui n'est pas un agenda rural européen, et qu'on remplace par des PAC, mais on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Hein, donc mais c'est pas grave, hein, je veux dire que l'important c'est, vous êtes des militants pour le développement de vos territoires, il faut continuer à vous battre. Oui, et juste quelques mots si je peux. Il faut savoir que Yves était là au moment de la conférence de Cork la première fois. Moi, j'étais là aux conférences de Cork la deuxième fois. J'étais animateur. Les zones ruraux sont toujours très très importantes. Et l'équipe qu'il a menée il y a quelques années, l'Observatoire Leader, c'est devenu le réseau européen. Le réseau européen, ça devient l'équipe pour l'implémentation du PAC. Alors, nous n'allons pas oublier les zones ruraux parce que nous avons travaillé là-dedans pendant 20 ans et peut-être plus. Un peu plus. Alors, c'est 30 ans qu'on fait. Oui, voilà. Une dernière question avant d'aller manger? Non. T'as dit non? Ah, je pensais. C'est nous les animateurs. C'est une présentation. Non, mais on vous propose alors de clôturer ce débat-ci. Maintenant, le débat n'est pas terminé puisqu'on va aller manger ensemble. Donc, n'hésitez pas aussi à interagir avec nos intervenants. On remercie vraiment pour leur présence. C'est en fait des déplacements, donc un tout grand merci en tout cas. Et donc, je pense qu'il y a quelque chose qu'on vous propose d'applaudir. N'hésitez pas à passer ici.